Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous continuons de parler de l'envie. Donc, on va commencer directement. D'après la psychanalyste Melanie Klein, certains individus sont jaloux toute leur vie, et cela commence dès leur enfance. Dans les premières semaines ou mois de la vie, une mère et son enfant ne sont pratiquement jamais séparés. Mais en grandissant, l'enfant doit gérer les absences de plus en plus longues de sa mère, et cela lui demande des ajustements douloureux. Quoi qu'il en soit, certains bébés sont plus sensibles que d'autres à l'absence occasionnelle de leur mère. Ils cherchent alors à avoir plus d'attention. Ils réclament plus de nourriture. Ils deviennent conscients de la présence du père, un concurrent pour attirer l'attention de la mère. Ils prennent aussi conscience de leurs frères et sœurs s'il y en a, des rivaux à leurs yeux. En se spécialisant dans la petite enfance, Melanie Klein a remarqué que certains enfants ressentaient une plus grande hostilité et une plus forte rancune à l'égard de leur père ou de leurs frères et sœurs pour l'attention que ceux-ci reçoivent aux dépens de l'envieux et à l'égard de leur mère qui ne leur prête pas suffisamment d'attention. Il y a certainement des parents qui créent ou alimentent cette jalousie par leur préférence pour un autre de leurs enfants ou qui s'absentent volontairement afin de rendre l'enfant plus dépendant. En tout cas, les bébés ou petits-enfants jaloux ne se sentiront jamais reconnaissants ni aimés pour l'attention qu'ils reçoivent, mais sans cesse défavorisés ou insatisfaits. Le schéma s'est mis en place pour le reste de leur vie. Ce sont des enfants et de futurs adultes pour qui rien n'est jamais assez bien. Toute expérience potentiellement positive est gâchée par l'impression qu'ils devraient avoir plus et mieux. Il leur manque quelque chose, et ils s'imaginent que les autres les privent de ce qui leur revient de droit. Ils ont un œil de lynx pour repérer ce que les autres ont et pas eux, et cela devient leur obsession dominante. Durant notre enfance, la plupart d'entre nous ont parfois l'impression que les autres reçoivent davantage d'attention. Mais nous sommes capables de la compenser par d'autres moments où l'on ressent un amour incontestable et une gratitude de le recevoir. En grandissant, on transfère des émotions positives sur d'autres personnes. Nos frères, nos sœurs, des professeurs, des amis, des amants, des conjoints. On alterne entre vouloir plus et se sentir relativement satisfait et heureux. Par contre, les individus qui sont envieux ne voient pas la vie de la même façon. Ils transfèrent leur envie et leurs hostilités initiales sur d'autres personnes qu'ils considèrent décevantes ou qui les blessent. Leurs moments de satisfaction et de gratitude sont rares, voire quasiment inexistants. Ils disent, je cite, j'ai besoin de plus, j'en veux plus. Voilà ce qui se répète constamment. Puisque l'envie est une sensation désagréable, ces personnes adoptent à vie des stratégies pour diminuer ou refouler ces sentiments qui les rongent. Ils dénigrent toute chose ou personne bien dans ce monde. Cela signifie qu'il n'y a personne qui mérite réellement d'être envié. Ou alors, dans un second cas de figure, ces individus deviennent farouchement indépendants. Ils n'ont pas besoin des autres. Cela leur donne moins d'occasions d'être envieux. À l'extrême, ils se dévalorisent. Ils ne méritent pas les bonnes choses de l'envie. Et par conséquent, ils n'ont pas besoin d'entrer en concurrence avec les autres pour attirer l'attention ou obtenir un statut. D'après Melanie Klein, ces stratégies courantes sont fragiles et se cassent à la moindre pression. Une régression de leur carrière, des accès de dépression, des blessures de leur ego. L'envie qu'ils ont ressentie au cours des premières années de leur existence reste latente et prête à ressortir, dirigée vers les autres. Ils recherchent réellement des personnes à envier pour pouvoir revivre leurs émotions primaires. En fonction de leur constitution psychologique, ces individus tendent à se conformer à certains types d'envieux. Il est très utile alors d'apprendre à reconnaître ces différents individus très tôt dans la vie, car ce sont ceux qui risquent de passer à l'acte par envie justement. Donc, Robert Greene nous donne 5 versions les plus courantes des envieux, et leurs méthodes de dissimulation ainsi que leurs attaques spécifiques. Et Robert Greene commence avec le niveleur par le bas. Au début, quand on le rencontre, le niveleur a l'air assez distrayant et intéressant. Ces individus ont tendance à avoir un humour noir. Ils savent très bien descendre les puissants et dégonfler les prétentieux. Ils ont le nez fin pour flairer l'injustice dans ce monde. Là où c'est démarque des personnes véritablement empathiques envers les opprimés, c'est que les niveleurs ne peuvent pas reconnaître ni apprécier l'excellence chez les autres, à l'exception des morts. Leur ego est fragile. Ceux qui ont réussi dans la vie font ressortir leurs insécurités. Ils sont très sensibles au sentiment d'infériorité. L'envie qu'ils ressentent envers ceux qui réussissent est vite marquée et masquée par de l'indignation. Ils pestent contre les personnes performantes qui, selon eux, contourneraient le système, qui seraient trop ambitieuses ou simplement chanceuses. Au final, ils finissent par corréler excellence et injustice pour apaiser leurs insécurités. Même s'ils rabaissent les autres, vous remarquerez qu'ils ne supportent pas les blagues à leurs dépens. Ils apprécient la culture de masse et les âneries parce que le travail médiocre ne ranime pas leurs insécurités. En dehors de leur humour cynique, on reconnaît ces individus par la façon de parler de leur vie. Ils adorent raconter les nombreuses injustices dont ils ont été victimes. Ils sont toujours innocents. Ce sont d'excellents critiques professionnels. Ils utilisent ce moyen pour démolir la personne qu'ils envient secrètement et pour en recevoir le mérite. Leur objectif principal est de rabaisser tout le monde à leur niveau de médiocrité.
Cela signifie tirer vers le bas ceux qui accomplissent des choses et ceux qui sont puissants, mais aussi tous ceux qui profitent de la vie, qui s'amusent bien ou qui ont des motivations trop fortes, ceux qui manquent au niveau leur par le bas. Nous avons ensuite le tir au flanc égocentrique. Dans le monde actuel, beaucoup de gens pensent légitimement avoir droit au succès ou aux bonnes choses de la vie, mais ils comprennent généralement que cela demande des sacrifices et des efforts. Par contre, certains pensent mériter l'attention et les récompenses de la vie, comme si elles leur étaient naturellement dues. Ces tirs au flanc égocentriques sont généralement assez narcissiques. Ils font une esquisse du roman ou du scénario qu'ils veulent écrire, ou ont une idée pour une affaire en or et estiment que c'est suffisant pour recevoir de l'attention et des éloges. Mais au fond d'eux, ces personnes ressentent une insécurité vis-à-vis de leur capacité à obtenir ce qu'ils désirent. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais développé la bonne discipline. Lorsqu'ils se retrouvent en présence de personnes performantes qui ont travaillé dur et qui ont gagné du respect pour leur travail, ils prennent conscience des doutes qu'ils ont sur eux-mêmes et qu'ils essayent de refouler. Ils passent rapidement de l'envie à l'hostilité. Robert Greene nous présente ensuite l'obsédé du statut. En tant qu'animaux sociaux, nous sommes sensibles à notre rang et notre position au sein d'un groupe. Nous mesurons notre statut par l'attention et le respect que nous recevons. Nous analysons sans cesse les différences et nous nous comparons aux autres. Mais pour certains, le statut est autre chose qu'un moyen d'évaluer sa position sociale. C'est le critère le plus important de leur amour-propre. Vous remarquerez ces obsédés du statut par les questions qu'ils vous posent sur les sommes que vous gagnez. Ils vous demandent si vous êtes propriétaire de votre habitation, le quartier dans lequel vous vivez, si vous voyagez en classe business et plein d'autres détails insignifiants qu'ils utilisent comme point de comparaison. Si votre statut social est plus élevé que le leur, ils masqueront alors leur jalousie. Leur jalousie en feignant d'admirer votre réussite. Si vous êtes leur égal ou leur collaborateur, ils chercheront chez vous toute trace de favoritisme ou de privilège dont ils ne jouissent pas et vous attaqueront sournoisement pour affaiblir votre position dans le groupe. Vous pourrez détecter les obsédés du statut par leur façon de tout ramener à des considérations matérielles. Lorsqu'ils font un commentaire sur vos vêtements ou votre voiture, ils semblent ne voir que le prix qu'ils ont dû coûter. Quand ils parlent d'argent, vous remarquerez quelque chose d'enfantin dans leur attitude, comme s'ils revivaient un drame familial dans lequel ils auraient été lésés par leur frère qui aurait obtenu quelque chose de mieux. Ne vous faites pas avoir par le fait qu'ils conduisent une vieille voiture ou qu'ils s'habillent n'importe comment. Ce genre de personne essaiera souvent d'affirmer son statut en prenant le contre-pied, en étant le moine parfait, le hippie idéaliste, tout en aspirant secrètement au luxe qu'il ne peut pas obtenir même en travaillant dur. Si vous devez côtoyer ces personnes, essayez de minimiser ou de dissimuler ce qui pourrait déclencher une jalousie et vanter leurs biens, qualité et statut autant que possible. Nous avons ensuite ce que Robert Greene appelle la sangsue. Dans n'importe quelle sphère de pouvoir, tout comme à la cour d'un roi, vous trouverez inévitablement des gens attirés par ceux qui réussissent ou qui ont du pouvoir, non par admiration mais par envie. Ils trouvent toujours un moyen de s'attacher à ces personnes, comme amis ou assistants. Ils se rendent utiles, ils admirent certaines qualités chez leur patron mais au fond d'eux, ils pensent mériter l'attention qu'ils reçoivent, sans travailler dur. Plus ils côtoient une personne performante, plus ils sont rongés par ce sentiment. Ils ont du talent, des rêves. Pourquoi celui par lequel ils travaillent est-il autant favorisé ? Ils savent très bien masquer leur jalousie sous des flatteries excessives. Ces individus aiment s'attacher aux autres, car cela leur donne la satisfaction de gâter et blesser les mieux lotis qu'eux. Ils sont attirés par les puissants dans le but de leur nuire d'une façon ou d'une autre. Les sangsues ont un trait commun à tous les envieux. Elles manquent d'un objectif dans la vie. Ces individus n'ont aucune vocation. Selon eux, ils pourraient faire de nombreuses choses, et c'est souvent différents métiers. Ils errent et se sentent vides à l'intérieur. Ils jalousent naturellement tous ceux qui agissent sous un objectif en tête et vont s'immiscer dans leur vie, en particulier dans l'espoir d'obtenir ce qui leur manque et en partie pour nuire à l'autre. D'une manière générale, il faut se méfier des personnes trop promptes à entrer dans notre vie, qui sont trop impatientes de se rendre utiles. Nous avons ensuite celui qui est nommé le maître de l'insécurité. Pour certains, atteindre un poste à haute responsabilité valide leur assurance et booste leur amour-propre, mais d'autres sont plus angoissés. Avoir une position élevée a tendance à augmenter les insécurités qu'ils avaient si soigneusement dissimulées. Ils doutent d'être indignes de ces responsabilités. Ils regardent les autres avec jalousie, ceux qui ont plus de talent, ou même ceux qui sont hiérarchiquement parlant en dessous d'eux. Vous travaillerez pour ce genre de patron en croyant qu'il est plein d'assurance. Sinon, comment aurait-il fait pour devenir chef ? Eh bien, on travaillera dur pour l'impressionner, lui montrer qu'on en veut, et quelques mois plus tard, on se retrouvera rétrogradé ou licencié. Ce que vous ne comprenez pas, puisque vous avez clairement atteint les objectifs. Et là, on n'a pas compris qu'on a été face à quelqu'un qui est face à des insécurités très fortes et qu'on a par inadvertance réactivé ses propres doutes. Ces individus nous envient. Nous, notre jeunesse, notre énergie, nos promesses et les signes de notre talent. Et c'est pire encore,
Si on a certaines compétences sociales, contrairement à eux, ils justifient notre licenciement ou notre rétrogradation par une histoire qu'ils ont inventée et dont on ne saura jamais la vérité. Et nous avons terminé cette vidéo sur les types d'envieux. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et à très bientôt.